Bonsoir, nous sommes le lundi 7 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, nous évoquerons la parité en politique, mais aussi dans les milieux culturels. En plateau, deux invités avec nous pour en parler. Bénédicte Allier-Cohen, chargée de la culture et du patrimoine à Guyancourt, et Armelle Danet, coprésidente de l'association Elles aussi. Ce week-end à Paris avait lieu le Mondial du tatouage, un des plus grands événements du genre. Nous sommes allés à la rencontre de Dimitri Hachka. L'Yvelinois est une figure du tatouage français. Nous l'avons vu à l'œuvre. Reportage à suivre. Et enfin, le point dans cette édition sur les intempéries. Il a neigé ces derniers jours dans les Yvelines. Le département a été en alerte orange. Nous reviendrons sur cet épisode neigeux. Et on commence ce journal par un mot de politique. Le président du Sénat, Gérard Larcher, était en visite à Voisins-le-Bretonneux vendredi après-midi. Il a rencontré à cette occasion la maire de la commune, Alexandra Rosetti. L'homme politique a notamment évoqué avec elle le projet d'enfouissement de la ligne 18 dans le cadre de la future gare de Saint-Quentin en Yvelines. Il a apporté à cette occasion son soutien à la maire pour que le tracé ne passe pas sous les habitations du quartier de la Bretonnière. On l'écoute. Tout à l'heure, nous étions devant ce qui sera le site de la future gare. Ceci doit répondre aux préoccupations, notamment des habitants, et en même temps leur apporter ce qui est une chance aussi formidable, un transport collectif. Car s'il peut y avoir des difficultés, des interrogations, nous savons bien tous que notre grand déficit, c'est le transport collectif. Et demain, nous serons le 8 mars et nous fêterons la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, nous allons parler ce soir de la parité, un enjeu de société, mais également le thème de cette journée. Pour en parler avec nous ce soir, deux invités. Bénédicte Allier-Cohen, adjointe au maire chargée de la culture et du patrimoine à Guyancourt, et Armelle Danet, coprésidente de l'association Elles aussi, dont l'objectif est de promouvoir la parité dans toutes les instances élues. Bonsoir mesdames et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, voilà, la parité, c'est le thème de cette Journée internationale des droits des femmes demain. On en parle beaucoup, mais dans les faits, qu'en est-il réellement Madame Danet, Armelle Danet, j'ai envie de me tourner vers vous tout d'abord. Est-ce que, selon vous, le gouvernement français donne-t-il le bon exemple ? Il donne d'abord un exemple en ayant un gouvernement paritaire. Et ensuite, il y a quand même eu des lois depuis 2012, sur la loi en 2013 pour les élections municipales où on a baissé le seuil de la parité à partir des communes de 1000 habitants, ce qui a quand même eu un effet d'entraînement. Également pour les intercommunalités, pour les communes de plus de 1000 habitants, il fallait présenter des listes paritaires. Et puis il y a eu une loi également en 2014 sur l'égalité réelle, où on a renforcé les sanctions pour les candidatures aux élections législatives quand elles ne sont pas paritaires. Il y a les dotations baissent pour les partis politiques, donc il y a eu quand même des efforts de fait, et je pense que... Et puis également, il y a eu la loi sur le non-cumul des mandats des parlementaires qui a un impact sur les femmes. Ça n'est pas direct, mais c'est un impact indirect sur les femmes, puisque ça permet de laisser de la place à d'autres personnes, dont des femmes. Alors justement, l'association, elle aussi, a récemment réalisé une étude en Ile-de-France, mais également dans les Yvelines, pour un peu en savoir plus. Vous allez bientôt faire un colloque à ce sujet. Est-ce que quels résultats vous avez eu, quelles analyses vous avez eues ? Nous venons juste de finaliser une étude sur la place des femmes dans les intercommunalités, parce que les intercommunalités sont les dernières collectivités, les assemblées, où il n'y a pas eu vraiment de loi sur la parité. Et là, il y a des progrès à faire. Donc, on a voulu faire un état des lieux. Nous avons fait donc une étude qui est d'ailleurs au niveau national. Et nous allons présenter les résultats de cette étude lors d'un colloque le 24 mars au Sénat. Et parallèlement à cette étude, nous avons remis des trophées à des intercommunalités qui avaient été donc assez vertueuses en matière de parité, et aussi pour rendre visibles les femmes qui s'engagent justement dans des postes de responsabilité, parce que dans les intercommunalités, on est dans une commune, plus dans une intercommunalité, c'est pas mal de travail pour ces femmes, et donc on voulait les mettre en avant. Et d'ailleurs, dans l'Île-de-France, nous avons remis des trophées, et nous avons d'ailleurs, dans le département des Yvelines, nous avons eu 2 communautés de communes gagnantes. Alors, il y en a une qui est la communauté de communes des Coteaux du Vexin. C'est une communauté de moins de 25 000 habitants qui est présidée par Madame Dominique Bourret. Et il y a également la communauté de communes de l'Ouest parisien qui est présidée par Madame Colsman-Berger, mais qui n'existe plus puisqu'elle a fusionné maintenant avec la communauté de communes de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Oui, voilà. Donc...
Je peux vous donner peut-être quelques petits résultats un petit peu sur les Yvelines. On ne va pas détailler les résultats puisqu'ils vont être donnés lors du colloque, mais enfin, je peux vous dire que dans les Yvelines, il y a à peu près 40% de femmes quand même dans les intercommunalités. Et dans les exécutifs, eh bien, il y a 22% de femmes. Et il y a 10% de femmes présidentes. Voilà. Par contre, il y a quand même des exécutifs où il n'y a aucune femme. L'exécutif, c'est président plus vice-présidence. Et il y a quand même 19% d'exécutifs. Enfin, il y a 4 intercos sur 21 où il n'y avait absolument aucune femme dans les exécutifs. Bénédicte Aliconi, ça vous fait réagir quand vous entendez ça, vu que vous êtes aussi femme politique, même si vous venez parler aujourd'hui de la culture, vous êtes femme politique, c'est quelque chose qui vous touche? Qui me touche. Je pense qu'en effet, je suis toujours étonnée que ça soit toujours un combat. Mais en effet, nous avons choisi non pas un combat, cette journée du 8 mars, mais on l'a choisi plutôt en se rappelant bien sûr que c'est une journée internationale des droits de la femme. Nous l'avons choisi comme étant un moment en direction des habitants, en direction de l'ensemble des habitants afin qu'ils participent. Donc le temps des femmes, il y a vraiment énormément de choses qui sont organisées, que ce soit des expositions, des rencontres, des ateliers, et c'est vraiment sur un temps beaucoup plus long qui se passe, et non pas une journée. Voilà, et la parité aussi a sa place justement au sein de ce temps, on peut dire. Voilà, alors le temps va durer presque le mois complet de mars. C'est une tradition, c'est important pour Guyancourt. Ce qui est important aussi, c'est que la parité a sa place, puisque le théâtre de Bel-et-Bas, en l'occurrence, a une parité de production, de présentation. Parce que justement, c'est pas évident. On se dit, voilà, il n'y a pas de... La parité, c'est une affaire politique. C'est aussi une affaire culturelle, dans le sens où il y a parfois beaucoup de réalisateurs ou de comédiens masculins et non pas féminins, et qu'ils ont parfois du mal à s'imposer ou à avoir leur place également dans la programmation, que ce soit en mairie ou dans des plus grandes scènes. Tout à fait. Mais notre choix à Guyancourt a été d'aller en direction de... je suis pas adjointe à la culture, mais a été d'aller vers l'ensemble des services. Et donc notre programmation, ce qu'on appelle la Journée internationale du temps des femmes, le temps des femmes, avec énormément de moments forts, va se porter sur un nombre important de services. Ça va être aussi bien sûr, le théâtre de Bel-et-Bas, puisque je vous en ai parlé il y a tout à l'heure, mais ça va être aussi la batterie Pôle Musique qui va s'impliquer avec une programmation étonnante, avec du métal féminin, par exemple. Mais c'est aussi, et ça c'est important de le dire, que les personnes qui sont proches des femmes, des habitants jeunes, moins jeunes, c'est aussi les maisons de quartier, le CME, puisque le CME est un moment où Conseil municipal des enfants, mais c'est aussi la jeunesse. Et donc nous avons des interventions sur tous les domaines. Et je vous voyais réagir justement, Mme Danès, c'est important, la parité, ça doit aussi être une éducation à travers par exemple, les plus jeunes aussi. Ah oui, ça commence dès le berceau. L'éducation à l'égalité femmes-hommes, ça commence très tôt. Il va y avoir de la sensibilisation, une action, ça c'est important, ça va être mené peut-être de façon, je ne sais pas, peut-être à l'école. Des combats contre les stéréotypes en particulier, l'orientation professionnelle des jeunes, en particulier des jeunes filles, etc. Et le sport aussi. Ah oui. Donc le sport, justement, c'est un autre volet auquel parfois on s'attache moins, alors pourtant qui compte en parité, peut-être on parle beaucoup moins, même si on en parle de plus en plus, de football féminin par rapport au football masculin. C'est des choses que vous essayez de mettre... Oui. Alors c'est un peu nouveau cette année, puisque le temps des femmes est une manifestation qui existe depuis plusieurs années, mais là on a voulu vraiment l'ouvrir sur des domaines qui touchent tous les publics, vraiment tous les publics, que ce soit les jeunes, les adultes, les hommes, parce que les hommes, ils ont leur part aussi. Hein. Donc voilà, ça c'était important que nos actions, avec l'ensemble des services, soient en direction de tout le monde. Et donc, finalement, on a aussi énormément d'associations et énormément de partenaires qui vont s'impliquer dans notre temps des femmes. Et ça, je pense que je voulais mettre un point d'honneur sur cette implication de l'habitant. Et en effet, je ne sais pas si je peux vous parler un petit peu des moments les plus importants. Peut-être pas les plus importants, ils sont tous importants. Mais certains moments, pour moi, ont une force plus importante. Je penserai à l'exposition qui s'appelle « Étranges, étrangères ». En effet, Barbara Pellerin est photographe. Elle est allée à l'avant d'habitantes guyancourtoises. Notre thème étant « Femmes d'ici et d'ailleurs », donc femmes qui ont des cultures différentes. Et c'était important qu'elles aillent les rencontrer, qu'elles osent.
se livrer à nous. Et nous avons à la mezzanine de Guyancourt de très très belles expositions de portraits de femmes. Comment on fait au sein de, par exemple, de la mairie de Guyancourt, au sein de le service culturel, par exemple, pour qu'il y ait la parité? Comment vous organisez au niveau des salles de spectacle, voilà, qu'on accueille autant d'hommes que de femmes? Au niveau des spectacles, il suffit de... Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que parfois vous avez du mal à trouver des artistes féminines? Ça existe dans tout ce qui est culturel, bien sûr. Ce qui est c'est plus l'implication de l'habitant qui est plus peut-être difficile à motiver. Surtout que notre thème Femmes d'ici et d'ailleurs, en fait, les femmes restent dans une certaine pudeur. Et donc, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir que justement les salles de spectacle, vous avez bien réussi à justement que ce soit paritaire. Est-ce que, je ne sais pas, il y a peut-être un petit secret? C'est du fait non, ça vient de la programmation de votre programmation. Ça vient de la programmation de Johan Lavamre. Ça, il n'y a pas de souci. Vous faites un temps vraiment sur tout le mois, justement, le mois de mars. Donc ça, il y a plein d'événements qui vont venir ponctuer justement donc, ce temps des femmes. Du coup, est-ce que ça veut dire que si vous avez eu besoin de faire un mois comme ça, cette journée internationale des droits des femmes, finalement, est-elle trop minime? Il faut autre chose? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, Madame Danet Oui, en fait, oui, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'événements qui se passent le 8 mars et après, on oublie. Et là, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que les médias se concentrent sur le 8 mars et pas sur la suite. Quoi. Le colloque va être peut-être l'occasion plus tard, oui. Le colloque, ça va être une occasion surtout de débattre qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'il y a des recompositions actuellement d'intercommunalités où le nombre de femmes diminue. Donc, c'est une véritable alerte et donc il faudra, pendant le colloque, que l'on discute quelles sont les solutions pour qu'en 2020, aux prochaines élections des intercommunalités, nous ayons la parité, non seulement dans les assemblées, mais également dans les exécutifs, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Et vous essayez, par exemple, de mobiliser aussi certaines femmes pour qu'elles s'engagent en politique? Oui, nous le faisons localement. Nous avons des groupes locaux qui organisent des rencontres entre des femmes qui aimeraient s'engager et des femmes élues. Et c'est difficile, justement, peut-être qu'elles n'osent pas. Oui, il y a toujours le fait qu'elles n'osent pas. Elles ont peur de ne pas avoir le temps, en plus. C'est ça, puisqu'il y avait un article dernièrement qui disait que c'est quand même la triple journée des femmes politiques. La journée professionnelle, la journée de l'élu et la journée domestique, du temps domestique, voilà, de la famille. Voilà, donc ça, c'est très... Oui, il y a toujours des... Mais, il faut les encourager, donc c'est ce que nous faisons. Et c'est par justement des modèles de femmes politiques qui ont réussi, qui se sont engagées. Il n'y a que comme ça que ça peut donner l'étincelle pour s'engager, je pense. En fait, je pense aussi qu'il faut accompagner le public. Et c'est pour ça qu'on a des actions en direction des scolaires et on a des actions d'ateliers de public éloigné de 8-10 ans au centre social Louis Pasteur du quartier du Pont du Routoir. Et ça, c'est des ateliers qui ont une portée importante pour découvrir aussi la parité. Voilà. Je pense qu'il y a en direction de la jeunesse, il va y avoir une émission prochainement à Marmite FM. Des adolescents pendant les vacances ont travaillé et discuté sur l'égalité. Il va y avoir la retransmission. Tout est marqué dans le programme. Tout ce temps, le temps des femmes, c'est surtout le mois de mars. Si vous souhaitez retrouver plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la ville de Guyancourt. Vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à notre question. Et je le rappelle, le colloque organisé par elle aussi, ce sera le 26 mars au Sénat. 24 mars, au Sénat. Tout autre sujet à présent, ce week-end, les Yvelinois n'ont pas eu besoin de se déplacer à la montagne pour voir la neige. Dans la nuit de vendredi à samedi, le département a été placé en alerte orange par Météo France. On a relevé près de 4 cm de neige à Trappes ou encore jusqu'à 5 cm ailleurs. Les perturbations ont duré toute la matinée de samedi. Le point avec Camille Lambert. Un week-end bien hivernal. La neige s'est invitée dans le département dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 mars. Par endroits, le manteau neigeux a atteint jusqu'à 5 cm, compliquant les conditions de circulation en ce jour de retour de vacances pour la zone C. Météo France avait placé les Yvelines et le Val d'Oise en alerte orange dès le vendredi soir. Là, l'alerte qui avait été mise vendredi en fin d'après-midi, alerte orange qui prévoyait des épisodes neigeux avec un risque de perturbation de la circulation, qui nous a permis d'anticiper dès le vendredi soir une sortie à réaliser en fin de nuit. Et la sortie a été déclenchée vers 4h du matin et les saleuses ont commencé à tourner vers 5h30 du matin. La communauté d'agglomération dispose d'un parc de 9 saleuses qui lui permettent de traiter un petit peu plus de 200 km de circuit.
Dans la foulée, la préfecture des Yvelines a donné quelques consignes de sécurité aux habitants, privilégier les transports en commun ou stationner son véhicule en dehors des voies de circulation pour faciliter le passage des engins de salage. Même si la neige a tenu temporairement sur la chaussée, ceux qui prenaient le volant ont dû faire preuve d'une extrême vigilance à cause du verglas. On a eu l'information par une autre équipe d'astreinte qu'il y avait eu un arbre qui était tombé sur la chaussée, sur la commune d'Elancourt. Mais là encore, l'intervention a eu lieu assez rapidement. C'est les pompiers qui sont intervenus pour tronçonner l'arbre et dégager la chaussée. Cet épisode neigeux est à ce jour le plus notable de cet hiver en région parisienne. Un phénomène causé par ce que les météorologues appellent un retour d'occlusion, un minimum dépressionnaire passé entre la Picardie et le nord de l'Île-de-France, donnant ces chutes de neige. L'alerte a été levée samedi en fin de matinée. Météo France ne prévoit pas de nouvelles grosses chutes cette semaine, mais invite à rester vigilant. Connaissez-vous Laurent Trochin? Laurent Trochin est un chef étoilé. Son restaurant, le numéro 3, au Tremblay-sur-Mauldre, met la poule de Houdan à l'honneur. Il vient de publier un ouvrage de recettes autour de la poule et de l'œuf. Un reportage signé William L. et Mélanie Poquet. Impossible de la rater. La poule de Houdan est omniprésente au numéro 3, le restaurant de Laurent et Julie Trochin, en salle, mais aussi dans son jardin. On voit bien, elles ne sont pas sauvages. Elles ont l'habitude de nous voir. Ici, c'est vraiment pour montrer à nos clients ce qu'est exactement la poule de Houdan, parce que tout le monde n'est pas des Yvelines, donc tout le monde ne connaît pas la poule de Houdan. Pelage cailloté, blanc et noir, avec une petite houppette, la volaille de Houdan a connu son heure de gloire au XXe siècle. Aujourd'hui, elle a disparu de nos assiettes. On a décidé avec Éric Sanso, qui est éleveur à Auffargis, de relancer la production de la poule de Houdan 2 fois, 3 fois dans l'année, parce qu'il y a aussi 6 mois de production, 6 mois d'élevage, et pour la retrouver sur nos tables, quoi. On va dresser un travail autour de l'œuf. Autour de l'œuf, alors où on va travailler l'œuf mayonnaise, sauf que l'œuf mayonnaise là, va être travaillé avec des truffes, on va travailler le blanc d'œuf, et un petit œuf, on va rajouter un petit œuf de caille poché. Installé depuis 12 ans au Tremblay-sur-Mauldre, Laurent a une étoile depuis 11 ans. C'est donc en toute logique que le chef travaille des plats autour de la poule et de l'œuf et publie un ouvrage de recettes en 2015. Le but de ce livre, c'est évidemment de montrer notre maison, de montrer notre cuisine, de montrer la poule, de montrer cette aventure humaine, mais c'est aussi de dire que voilà, avec la volaille, on peut cuisiner, et on est quand même aujourd'hui dans des cuisines aussi à la maison plus simples, recherchées, mais tout en gardant aussi un certain budget. Le livre propose entrées, amuse-bouche, plats et desserts. Laurent Trochin partage également quelques astuces de chef pour que la volaille n'ait plus aucun secret. C'est un événement inratable pour les tatoués. Le mondial du tatouage a eu lieu ce week-end dans la Grande Halle de la Villette à Paris. Une convention qui a fait son comeback depuis 2013. Organisée par Tintin, le plus célèbre des tatoueurs français, l'événement a attiré de nombreux curieux et plus de 350 tatoueurs du monde entier. Parmi eux, Dimitri HK, un Yvelinois figure du tatouage français. Nous l'avons rencontré. Les images sont signées Fanny Bourdillon. Réaliste, tribal, old school ou japonais, il y en a pour tous les goûts et pour tous les tatoués. Le mondial du tatouage, c'est le rendez-vous immanquable des passionnés. My name is Matteo and I came from Italy. My name is Yutaro and I am from Japan and I work in London. Hello, I'm John Dix. I'm here from London. Des tatoueurs venus du monde entier pour participer à l'événement. Parmi eux, Dimitri HK, Yvelinois, il a commencé sa carrière en 1990 au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Aujourd'hui, cette star du tatouage français est installée à Saint-Germain-en-Laye. Il est l'un des invités de marque du mondial. C'est un des plus gros événements de la planète quand même dans le tatouage. Donc on a de la chance parce que ça se passe à Paris. Et donc c'est une convention exceptionnelle. Tu as les meilleurs artistes de toute la planète qui sont représentés ici. Aujourd'hui, le tatoueur est en pleine démonstration. Il réalise une pièce assez importante sur la cuisse de Coralie, une jeune Yvelinoise. Ok, on est reparti. Déjà plus de 3 heures que la jeune fille est sous les aiguilles de Dimitri. Pour espérer se faire tatouer par l'artiste, il faut être patient, parfois même plus d'1 an avant de pouvoir passer entre ses mains. Coralie, elle, a attendu 1 an et demi avant de faire réaliser son projet par le tatoueur. J'adore son style, sa marque, on lui demande quelque chose et il rajoute toujours quelque chose à lui et c'est vraiment cool.
Là, on a des clients d'un peu partout qui peuvent venir. Bon, après, j'ai quand même plus une clientèle de France, hein, quand même. Le tatouage, maintenant, c'est un peu comme tous les arts, on va dire la bande dessinée, la peinture. Quoi, tu vas pas acheter la peinture du mec à côté de chez toi si ton voisin il peint des trucs qui te plaisent pas. Donc maintenant, les tatoueurs peuvent faire des kilomètres pour aller voir le tatoueur qu'ils aiment bien et se faire tatouer un truc qui est dans le style qu'ils veulent. Le style du tatouage de Coralie, le trash polka, un univers sombre et stylisé, très en vogue, une des spécialités de Dimitri. Pour moi, c'est vraiment des significations. Et le tatouage, c'est une œuvre éternelle sur un support éphémère. Et encore quelques sœurs de courage pour la jeune fille avant de pouvoir repartir avec un souvenir inoubliable de ce mondial. Je pensais pas que ça ferait aussi mal. C'est des tatouages, hein, ça fait mal. Hein. Sinon, on en aurait encore plus. En 26 ans de carrière, l'artiste a vu le monde du tatouage évoluer. Aujourd'hui, un Français sur 10 serait tatoué. Quand j'ai commencé à tatouer, je tatouais plus des loulous, des militaires, des brigands, des punks, des skinheads, voilà, des gens plutôt marginaux, on va dire. Et puis maintenant, on tatoue tout le monde. Hein. Une évolution à l'image du mondial. En 3 jours, l'événement a accueilli plus de 32 000 visiteurs. Mais l'histoire ne dit pas s'ils sont tous repartis tatoués. Et parlons culture à présent avec Sephora Namani qui vient nous parler de la 15e édition du Festival du Cirque des Mureaux qui vient d'avoir lieu. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane, oui ce week-end, pour la 15e année, le parc du Sautour des Mureaux accueillait à nouveau son chapiteau. Créé en 2002, ce festival est devenu incontournable et fait désormais partie des plus grands festivals internationaux. Tous les aficionados des numéros de haut vol ont ainsi pu assister durant 2 jours à un véritable tour du monde des arts du cirque. Le concept avec le clown Cappuccino, membre de l'organisation du festival. Ce spectacle-là, c'est un spectacle éphémère, hein, donc de 2 jours avec 4 représentations. Les artistes arrivent le mercredi, le mardi ou mercredi pour œuvrer le samedi dimanche. Donc c'est un travail de 4 jours intensif pour justement mettre en place un spectacle qui donne quelque part l'illusion d'être un spectacle abouti depuis des semaines et des semaines. Non, il faut savoir qu'un festival, l'essence même d'un festival, ce sont des spectacles éphémères. Alors pendant ces 2 jours, 14 numéros de voltige, de dressage et d'équilibre réalisés par des circassiens venus du monde entier étaient présentés par l'illustre Monsieur Loyal, endossé par Christophe Ivanès pour la 14e fois. Le spectacle était accompagné en live par un orchestre et cette année, 2 grandes familles traditionnelles parrainaient ce festival, la famille Micheletti, maîtresse de cet art depuis 1892, et la famille Reich. Alors ce festival permet aux jeunes talents de démarrer aux côtés d'artistes internationaux comme le Suisse Dominique Gasser et son groupe de Lyon, ou encore la somptueuse cavalerie orchestrée par l'un des plus célèbres maîtres écuyers français, Sacha Houck. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour la partie dressage, domptage. Et c'est vrai qu'on a tendance à associer spontanément les animaux au cirque. Pourtant, le domptage n'est arrivé dans le monde circassien qu'en 1819, à savoir que depuis les jeux antiques romains et les troubadours du Moyen-Âge, la première représentation du cirque traditionnel date de 1768 à Londres, puis 1774 pour la France, et ne comprenait que des numéros de dressage équestre et acrobatique. Et savez-vous d'ailleurs pourquoi la piste des chapiteaux est circulaire, Florane ? Je crois que c'était pour tenir les chevaux en longe avec une certaine distance. Exactement. Et alors, donc, le cirque évolue peu à peu. Essoufflé fin 20e, on se tourne aujourd'hui vers un cirque plus théâtralisé, à la manière de la compagnie du Cirque du Soleil, en gardant toujours le côté spectaculaire des numéros avec un engagement sportif toujours plus important, à l'image de celui de Xavier Bouillet, qui présentait pendant le festival un numéro d'équilibriste et machinois. C'est un vrai bonheur pour moi parce que je ne fais pas vraiment partie des familles de cirque. Moi, je travaille plus dans les cabarets et plus dans le domaine de l'événementiel. Donc là, c'est un nouveau domaine pour moi et ça m'a permis de partager mon travail et de voir que ça plaisait aussi au cirque. Il y a quand même des artistes exceptionnels qui ont une renommée internationale. Donc d'être parmi eux, c'est quand même un vrai bonheur.
Merci beaucoup Sephora, vraiment ça donne un spectacle qui donne vraiment envie d'aller le voir. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Kiosque, le magazine culturel sur Saint-Quentin en Yvelines. Et nous finissons avec du sport à présent. Pour la 7e année consécutive, la course cycliste Paris-Nice s'est élancée depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a accueilli ce dimanche le prologue de l'épreuve, une course remportée par Michael Matthews. Les images sont signées Yvelines Première. C'est désormais une tradition. Pour la 7e année consécutive, la course cycliste Paris-Nice, organisée jusqu'au 13 mars, s'est élancée depuis les Yvelines. Cette année, la ville de Conflans-Sainte-Honorine a été choisie pour le prologue de cette 74e édition. On est ravis d'être là avec un circuit de contre-la-montre qui va être sportivement probant. Le premier kilomètre, je l'ai dit, le long de la Seine, et puis la Sorne des Laveuses qu'il faudra escalader. Alors ce ne sera certainement pas insurmontable pour les coureurs de Paris-Nice, mais ça peut créer quelques différences. Une centaine de coureurs étaient présents sur ce prologue yvelinois. Parmi les têtes d'affiche, le public a pu apercevoir les stars françaises Romain Bardet, Tony Galopin ou encore l'espagnol Alberto Contador. Il y a un très beau plateau, avec Contador en effet, avec Richie Porte, le tenant du titre, donc 2 doubles anciens vainqueurs de Paris-Nice, et puis également avec ceux que j'appelle les pépés flingueurs, Thomas Vauclair et Sylvain Chavanel, les coureurs français les plus populaires, qu'on sera heureux de revoir. Dans le casting de ce Paris-Nice, on retrouve un enfant du pays. L'Irlandais Nicolas Roche a vécu à Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à ses 12 ans. Depuis 5-6 ans, à chaque fois, ça se rapprochait. On n'était pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, on était juste derrière. Et je disais, bon, il y a bien un moment où on va tomber pile dessus. Donc, c'était qu'une question de patience et de temps. Mais c'est bien que ça a été fait au moment où je suis encore coureur. L'Australien Michael Matthews a remporté ce prologue de 6,1 km en devançant le Hollandais Tom Dumoulin d'une petite seconde. Et plus de détails sur le Paris-Nice, c'est tout de suite avec Mickaël Elmidero dans le 7-8 Sport. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.